une fois qu'on a décrit un environnement macroéconomique un peu différent de ce qu'on a connu précédemment, venons-en aux questions patrimoniales. Stéphane Van Nuffel à mes côtés en plateau, directeur général de netinvestissement.fr. Bonjour Stéphane. Bonjour Grégory. Ravi de vous retrouver. Retour de terrain. J'aime bien que vous me racontiez un petit peu ce que pense le client, quelles sont leurs réflexions du moment, sur quoi est-ce que vous les accompagnez justement dans ce que j'estime être une réallocation quand même patrimoniale par rapport à la manière dont on allouait ces actifs sur les 10 années précédentes. Ce qui est intéressant, parce que l'exercice que vient de faire Gilles Mouek est passionnant, parce que évidemment là on tape sur des intervenants de très grande qualité, mais sur des sujets très techniques, mais qui sont en lien direct avec la vie quotidienne de mes clients. Évidemment, là, si cette première partie d'émission, j'ai envie de dire sans aucun côté péjoratif, monsieur, madame, tout le monde l'écoute, ça va pas être évident. Donc, mon métier à moi, justement, c'est de faire redescendre, entre guillemets, ces informations. Et là, je vais dans votre sens. Parler de réallocation, non. Notre métier en ce moment, mais ça a déjà commencé à post-Covid et en 2022, c'est pas de réallouer pour faire une révolution. C'est que simplement, il y a énormément de nouveautés, on va le dire comme ça. Il y a de nouveaux réflexes, y compris au niveau des banques centrales. Les pouvoirs publics n'ont pas les mêmes réflexes. Les États-Unis ont une façon de fonctionner très particulière dans notre politique industrielle, de redistribution, de subvention, ce qui a forcément des impacts pour le fait que nous n'avons pas du tout en Europe. Donc, on ne peut pas comparer la hausse des taux européenne avec la hausse des taux américaine, ni l'inflation européenne avec l'inflation américaine. N'allez pas passer 2 heures à expliquer ça à votre client. Expliquez-lui simplement quelles sont les classes d'actifs. Pour lui, franco-français, bien sûr. Mais non, mais c'est principalement franco-français. Qu'est-ce qui permet de tirer la quintessence du meilleur, que ce soit en France, en Europe ou à l'étranger. Donc, je vais commencer par leur dire, c'est toujours le classique, il faut diversifier. On le dit depuis toujours, mais diversifier, les gens ont l'impression qu'à partir du moment où ils prennent 3 actions différentes, ils diversifient. Non, diversifier dans vos prises de position sur les classes d'actifs. Il faut faire différentes classes d'actifs, immobilier, financier, assurance, bourse, etc. Il faut diversifier dans le temps. Les gens oublient qu'une gestion de patrimoine, ce sont des poches avec des durations différentes. On raisonne sur des parties de son capital dont on aura besoin ou pas, mais à court terme, à moyen terme, à long terme, voire même à la génération d'après. Et bien sûr. Donc c'est plus que jamais, j'ai envie de dire, en 2023, parce qu'on a quand même pris... ça a soufflé en 2022 sur pas mal de classes d'actifs. En 2023, des portes se réouvrent vers des opportunités. Et donc, il faut à ce moment-là bien réallouer sa réflexion pour savoir vers quoi on veut aller. L'immobilier, oui, pour l'instant, reste résilient. Il l'a été de façon très impressionnante pendant les confinements et le Covid. Et là, par rapport à l'inflation, ça reste aussi quand même, j'ai envie de dire, un support qui n'est pas pénalisé. Il y a toujours une inertie entre le moment où l'inflation explose et on peut faire monter le loyer de son locataire, mais ça reste quand même un support qui est protégé. Ça reste pertinent. Vous savez, c'est toujours pareil. Mes clients, là, depuis plusieurs mois, ils me disent « Oui, alors, le taux, on ne peut plus emprunter, le taux d'usure, et puis le Pinel qui change. » Oui, c'était mieux avant, mon Grégoire. C'était mieux avant. Mais ce sera peut-être mieux après, mais ce sera surtout peut-être moins bien après. Donc, il faut agir pour pas subir. L'immobilier, il faut en avoir. Pour moi, dans le mot gestion de patrimoine, il y a patrimoine. S'il n'y a pas d'immobilier, il y a un truc qui m'échappe. Voilà, donc on le met de côté, chacun fait ce qu'il veut. Ça peut être de l'immobilier direct, ça peut être de l'immobilier défiscalisant, ça peut être de l'immobilier meublé, du coworking, du co-living, des nouvelles façons de vivre. Très bien, je pense qu'il faut le faire. Après, il faut aussi ouvrir ses chakras et il faut se tourner vers des marchés qui offrent des perspectives. Action, en ce moment, c'est une lecture qui est quand même très très difficile. Pour autant, il y a des profondeurs de marché. Vous recevez tous les jours des gens ici. Je pense que sur les nouvelles tech, sur un certain nombre d'éléments d'intelligence artificielle, l'espace, etc., même si 2022 a été catastrophique, il y a non seulement des points d'entrée techniques à long terme, et puis il y a des profondeurs de marché dont on ne va pas parler. J'entendais Gilles parler, évidemment, cette difficulté de la Fed à positionner sa politique de taux, a fortiori quand M. Biden lance maintenant, après avoir subventionné la demande américaine, 400 milliards pour les entreprises d'innovation au travers de donc, la politique des taux n'a plus d'influence aux États-Unis à partir du moment où vous avez un pouvoir politique qui, de façon très forte, devient extrêmement directif. Voilà. Bon, là, forcément, même si Tesla est parce que M. Musk est particulier, prenez du Tesla, mon cher. Vous voyez, il faut y aller. Quoi. Horizon. Prenez aussi du Renault, pourquoi pas, la Zoé, une voiture électrique qui va se répandre encore, qui a déjà fait une belle réussite. Bon. Et puis après, il faut suivre aussi des consensus. Alors, il y a 2 consensus en ce moment, c'est l'obligataire. Oui. Crack obligataire 2022. Fondaté même. Fondaté. Alors ça, fondaté, c'était déjà en 2021, puis 2022, donc ceux qui les ont... Ah oui. Bon, voilà. Là, je parle de celui qui arrive. D'accord. Voilà.
Ce qui est intéressant dans l'obligataire, c'est, on va pas dire de gros mots, mais c'est l'investment grade, c'est-à-dire ces obligations qui rapportent peut-être moins, enfin qui rapportaient plus du tout même à un moment donné, mais des grands noms, des banques, des grands groupes, etc., recommencent à pouvoir aligner du 3, du 4%. Ouais. Donc justement sur des fonds à duration 2027-2028, en ce moment, certes, ça va ne faire qu'amortir votre inflation. Mais le fonds euro, déjà pas mal. il ne va pas se reconstituer aussi vite. Oui, Voilà. bien sûr. Et je ne devrais pas le dire, mais quand vous avez je sais pas, des signatures BNP, Total, etc., niveau de risque série, il est quand même très limité. Donc l'obligataire, il y a vraiment un truc à faire. Ouais. Et sur le high yield également, puisque même si vous prenez donc le high yield au rendement, donc une notion de risque et de notation de risque, vos auditeurs le savent très bien. Ça va des meilleurs élèves aux moins bons de la classe. Voilà. Ce sont des élèves qui prennent des risques. Il y a aussi le ventre mou. Hein, voilà. On sait que quand on fait du high yield, on fait du parachutisme. C'est tous des sportifs qui prennent des risques. Il y a le champion du monde, il y a celui qui vient de démarrer, donc il y en a qui connaît un peu mieux, qui aura moins de risques de ces deux. Bon, bref, voilà. Et puis il y a le private equity qui est un sujet dont on parle souvent parce que ça aussi c'est le consensus. Et là, c'est vrai que ça peut avoir du sens, mais c'est pas pour tout le monde et c'est pas n'importe comment. Et puis c'est très nouveau. Oui. Enfin, c'est très nouveau pour le client ou l'investisseur privé français de net investissement ou d'ailleurs. Comment vous vivez? Alors moi, on l'a décrit cette vague. On verra ce qu'il en est en termes d'encours, parce que c'est quand même le sujet. Et quelle place est-ce que le private equity trouvera dans une allocation d'actifs patrimoniaux? En tout cas, tous les acteurs de la place sont très volontaires, très agressifs sur l'idée qu'il faut pousser et démocratiser ces stratégies d'actifs non cotés. Alors, private equity, il y a d'autres possibilités également, mais c'est vrai que le private equity est vraiment la mode du moment pour les particuliers. Tout à fait. En tant qu'intermédiaire, conseiller, justement, comment vous vous positionnez entre ceux qui produisent et qui veulent vendre ce private equity et puis les clients dont vous protégez les intérêts je vais essayer de vous le faire. D'abord, je vais vous faire une minute ma perception de mon métier. Moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis 20 ans. Donc moi, j'ai commencé, j'ai envie de dire, sur le modèle classique, qui est encore extrêmement répandu. Et puis, vers les années 2010, Karl et moi avons accéléré la transformation de net investissement vers du digital, mais qui va donc vers la recherche aussi de produits qui, naturellement, sont aussi là pour secouer un peu les choses. Bon. Mais pour autant, on continue à faire toutes sortes de private equity. Pendant très longtemps, on utilisait des FCPR, donc des fonds communs de placement à risque, parce qu'on a toujours, nous, préféré travailler avec des fonds gérés par des spécialistes que d'aller conseiller à nos clients d'investir dans la SARL truc ou dans la SAS machin, parce que c'était pas notre métier. Donc ça, c'était une première chose. Après, il y a eu cette mode des années 90-2000, on a beaucoup vendu de FIP FCPI, qui sont des FCPR à carottes fiscales. Toutes les stratégies fiscales, voilà, c'est ça. Bon, et là, on a très vite compris comment ça se passait et on a pris une légère point de distance, parce qu'évidemment, la carotte fiscale, je le redis encore, n'est pas l'alpha et l'oméga, donc on n'achète pas un Pinel pour la fiscalité comme un FCPI pour la fiscalité. C'est un plus. Donc on regarde surtout ce qu'il y a sous le capot. Bon. Et puis nous, on a commencé à s'intéresser à tout ce qui se digitalisait. Crowdfunding, crowdlending, etc., etc. Et comme on avait aussi un sous-jacent profond, vous avez compris, dans la classe d'actifs immobilières qui reste la classe d'actifs préférée des Français et qui, quoi qu'il arrive, est là, elle est palpable, elle est tangible, si tout s'écroule, vous pourrez habiter votre appart. On s'est intéressé aux nouveaux faiseurs qui faisaient du private equity dans l'immobilier. C'est comme ça qu'on a appris ce métier-là, avec une capacité, nous, de comprendre le sous-jacent et l'asset management, et une capacité facile à expliquer aux clients que, certes, ils investissaient au capital, certes, ils investissaient avec un risque, mais le sous-jacent était simple à comprendre. Et puis, on a ouvert après nos chakras vers des Apax, vers des quadrilles qui font des fonds d'investissement très, 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 très innovants par moment. Oui, pointu même, on peut le dire. Donc, pour répondre un peu à votre question, il y a un consensus. Je pense évidemment que les Français, quels qu'ils soient, doivent mettre dans leur portefeuille du private equity. Ils peuvent même le mettre au travers de contrats assurance vie maintenant. Oui, bien sûr. Il y en a certains qui ont réussi à le l'ingénierie est en marche de ce point de vue-là, mais bien sûr, l'innovation. Maintenant, il ne faut pas oublier 3 choses. Je vais le faire simple. Le private equity, c'est simplement toujours et encore, comme un conseiller en gestion de patrimoine, c'est le temps qui est un élément très important. C'est un tunnel de 10 ans. C'est un tunnel de 10 ans, il faut le dire. Et avant même le tunnel de 10 ans, Grégoire, c'est quel type d'equity vous choisissez? Est-ce que c'est du capital
amorçage, Ah oui. venture capital, Ouais. croissance, growth capital, Ouais, fait ouais. le mot anglais, ça Ouais, fait bien toujours bien, ou transmission sous forme de LBO. C'est très important parce que il y a la start-up où là on est sur presque un business angel. Oui, Et là complètement. on peut faire des fortunes. Et Complètement. alors la grande majorité des Oui, trucs oui. vont dans le mur. Le capital croissance, capital développement, c'est des modèles existants qui s'adaptent. Ouais. Parce qu'il y a une norme qui réalloue, qui crée un nouveau produit, qui pose un nouveau brevet. C'est là, fondamentalement, ma conviction. Mais dans la transmission également, il y a énormément de choses à faire, que ce soit une transmission de la chambre d'entreprise vers ses cadres ou vers sa famille, à travers des fameux LBO, etc., avec de la dette, etc. Parce que là, il y a déjà un modèle qui existe. Ouais. Donc, vous voyez, déjà, pour répondre à votre question, Ouais. avant même de regarder l'acteur, etc., Il n'y a pas un private equity. il faut le comprendre, Et choisir ce qu'on a envie de faire, et ensuite, évidemment, chacun va avoir une conséquence sur la duration. Et ensuite, quand on choisit son partenaire, qu'il soit j'ai envie de dire, en amorçage, en croissance ou en transmission, il faut choisir des gens qui, avant tout, ont une spécialité. Il faut qu'ils connaissent leur métier depuis Une expertise. très longtemps pour qu'ils connaissent, évidemment, les gens qui leur fournissent les dossiers. Voilà. Ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus forcément accès à tous les beaux dossiers parce que ça a toujours été quand même réservé aux institutionnels et que si vous voulez avoir accès, par exemple, aujourd'hui à des belles pépites américaines, si vous ne passez pas par 3-4 fonds dont les mecs bossent depuis 20 ans avec les États-Unis, vous n'y aurez jamais accès. Quelques questions. Est-ce que les clients de Net Investissement, le client type de Net Investissement, il est ouvert à cette nouvelle classe d'actifs? Comment on lui parle de cette classe d'actifs avec laquelle il n'est pas forcément familier? Est-ce qu'il comprend bien tous les tenants et les aboutissants? Moi, je me réfère à ceux qui produisent du private equity, qui le distribuent à travers des plateformes. Ils sont très contents de le distribuer, mais pas en direct total, de passer quand même par des intermédiaires qui sont une garantie justement d'une expertise et d'un conseil nécessaire Tout à fait pour logique. cette classe d'actifs. Donc est-ce que le message passe auprès du client final? Et puis ma deuxième question, c'est à trop vouloir adapter le private equity à des caractéristiques d'un profil d'investisseur particulier, exemple, se dire qu'on va offrir de la liquidité tous les 15 jours sur un contrat de private equity, est-ce que ça reste du private equity? Enfin, est-ce qu'on retrouve l'intérêt du private equity en termes de rendement à la sortie, notamment, Stéphane? Mais Grégoire, c'est parce que nous sommes encore trop jeunes, mais c'est parce qu'on connaît un peu le métier. Vous venez de donner deux définitions différentes du private equity. Il y a le private equity à l'ancienne, celui qui nous anime, celui qu'on aime, c'est on va voir les boîtes, on met de l'investissement, on devient un investisseur, je ne vais pas dire exécutif dans l'entreprise, mais actif. On a presque envie, c'est mon cas pour des trucs, parce que j'adore ces petits projets. Je parlais de business angel, ça peut être club d'entreprise. On va au conseil d'administration. On accompagne. Voilà. Ouais. Donc là, on est dans le private equity. On est engagé. Donc ça, c'est déjà un élément, quand on en parle à nos clients, ça les donne du intéresse. sens. Ouais. Ça donne du sens. Le private equity, aujourd'hui, ça exclut complètement tout un tas d'activités. Ouais. Parce que les Français, quand ils font du non-coté, le private equity, ils font des fonds d'ailleurs où il y a les deux, ce qui n'est pas plus Oui, mal. bien Mais sûr. sur le non-coté, c'est simple de choisir, c'est simple d'éliminer. Parce que finalement, les boîtes sont plus petites, c'est parlant. Donc là, il y a le sens. Puis ensuite, il y a le private equity. Celui qui est qu'on met en liquidité dans un contrat d'assurance vie, c'est plus ni moins qu'une classe d'actifs qui devient une UC, comme une SCI des CPI devient une UC. Oui, mais est-ce que c'est encore pertinent? C'est-à-dire que, parce que cette liquidité, elle a forcément un coût. Elle se retrouve forcément en détraction, j'allais dire, de la performance finale. Je fais exprès, je caricature. C'est sans doute plus pertinent que de mettre de l'argent sur des livrets réglementés. d'accord. Parce que là, au moins, on finance l'économie réelle et il y a peu de chances que l'État vienne piocher dans l'argent du livret A dans l'argent du private equity pour financer les EPR2 à 51,7 milliards, mon cher Grégoire. Donc non. Private equity, le message que je passe, c'est 5%, 10% de vos actifs maximum. Évidemment, on va pas se mentir, pendant beaucoup de ces produits-là sont quand même des FPS, des fonds professionnels spécialisés qui obligent à avoir 100 ou 150 000 euros Bien d'investissement, sûr. d'être assimilés. Donc ça élimine évidemment pas mal de choses. mais bien Il y a des acteurs qui démocratisent terriblement les montants d'investissement. Et il y en a qui veulent garder cette barrière à l'entrée du 100 000 Bien ou sûr. 150 Et 000 vous avez euros. même des acteurs qui ont commencé à 100 ou 150, qui était la Et qui règle, remontent. et qui remontent à 250 pour ne pas avoir un public non averti quand même. Exactement. Pourquoi? Parce que ça reste un actif risqué, Bien sûr. véritablement risqué. C'est du capital risque, le private equity. En revanche, il n'y a rien de mieux pour financer l'économie réelle, que vous le fassiez dans l'économie classique en finançant une boîte qui fait des t-shirts, ou que vous le fassiez sur de l'immobilier revalorisé en région parisienne comme les fonds aujourd'hui le font, où là c'est très rassurant. Dans les deux cas, vous financez des choses concrètes. Et c'est, je pense, beaucoup plus agréable. Et enfin, les Français vont s'ouvrir un peu plus intellectuellement à ce qu'ils font et à l'économie de marché.
Merci beaucoup Stéphane. Et de rien, merci Grégoire. d'être venu nous voir pour C'était un évoquer plaisir. ces sujets patrimoniaux ce vendredi dans Smart Bourse. Stéphane Van Nuffel, directeur général de netinvestissement.fr.